Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 25 avril avec une page politique. Grande manifestation hier dimanche en République démocratique du Congo. Plusieurs membres de l'opposition et environ 2000 militants étaient rassemblés à Kinshasa. La réunion a eu lieu à l'initiative de l'une des principales plateformes politiques opposées à un troisième mandat du président Joseph Kabila, la dynamique de l'opposition. Au cours de ce meeting, le mouvement a notamment appelé la population à accentuer la pression sur le régime. Objectif, que la présidentielle se tienne dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire avant la fin de l'année. La rencontre s'est tenue en marge de la commémoration de l'ouverture démocratique, lancée le 24 avril 1990 par M. Mobutu Sese Seko, qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 32 ans. Et l'opposition accuse le président M. Kabila, au pouvoir depuis 2001 et à qui la Constitution interdit de se représenter, de tenter de se maintenir malgré tout au pouvoir au-delà du terme de son mandat en décembre. Depuis 2 ans, la dynamique de l'opposition lui demande d'annoncer publiquement qu'il ne se représentera pas pour un troisième mandat présidentiel, et ce donc conformément à la Constitution qui limite à 2. Autre appel à la manifestation de l'opposition, celle de l'Égypte. Plusieurs mouvements laïques et de gauche ont appelé à manifester ce lundi 25 avril, jour férié qui commémore la restitution du Sinaï par Israël en 1982. But du rassemblement, protester contre la politique du gouvernement. Mais depuis 2013, toute manifestation non autorisée par le ministère de l'Intérieur est interdite. Le président Abdel Fattah al-Sisi lui-même a fait savoir hier que la police et l'armée sauraient faire preuve de fermeté si les manifestations étaient maintenues. Écoutez. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte. Notre responsabilité est de protéger la sécurité et la stabilité des institutions et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est la responsabilité de la police et des forces armées. Cela fait déjà 4 jours que la police égyptienne multiplie les arrestations préventives. Depuis que M. Sisi a destitué l'islamiste Mohamed Morsi en 2013, son régime a tué plus de 2000 manifestants pro-Morsi et a emprisonné des dizaines de milliers d'opposants. Mohamed Morsi est depuis condamné à mort. L'on apprend justement ce matin le report au 7 mai prochain du verdict de son procès pour espionnage au profit du Qatar. En Guinée équatoriale, le scrutin présidentiel a eu lieu ce dimanche. Les électeurs ont dû choisir hier entre 7 candidats, dont le président sortant Teodoro Obiang Nguema au pouvoir dans le pays depuis 1979. Les Équato-Guinéens ont voté dans le calme et aucun incident n'a été signalé. Dans la capitale Malabo, certains électeurs avaient commencé déjà à se rassembler pour accomplir leur devoir civique avant même l'ouverture des bureaux de vote à 8h locales, bureaux de vote qui devaient fermer à 18h. Selon la règle électorale dans le pays, les électeurs ne mettent pas eux-mêmes leur bulletin dans l'urne, ils le confient au président du bureau de vote qui s'en charge lui-même. Rappelons que le scrutin de ce 24 avril, initialement prévu en novembre prochain, a été avancé par décret présidentiel, sans aucune explication officielle. En tout cas, les résultats sont attendus ce jeudi 28 avril et ils donnent le chef de l'État sortant grand favori. Pour ce scrutin présidentiel, M. Obiang Nguema est à la tête d'une coalition de 10 partis, dont le Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir. En face de lui, 6 candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime. Des adversaires dont certains sont des nouveaux venus sur la scène politique du pays. Retour sur les conditions du vote d'hier avec une électrice équato-guinéenne ainsi que le chef des observateurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Comme tout équato-guinéen, aujourd'hui nous votons d'abord pour la paix, pour la tranquillité de notre nation et pour notre bien-être. Parce que c'est ça d'abord notre première priorité et que nous croyons qu'après ces élections, que les choses puissent changer, pour un changement radical. L'impression générale, c'est que les gens se sont réveillés pour aller voter. Nous voyons des attroupements dans plusieurs bureaux de vote. Nous voyons que les gens, les hommes et les femmes viennent voter. Nous avons vu qu'ils sont munis des cartes d'électeurs et les bureaux sont ouverts et apparemment les gens votent tranquillement, il n'y a pas de tension.
Et côté pouvoir, le président Teodoro Obiang Nguema a lui-même voté en fin de matinée, hier à Malabo. Lors de la dernière présidentielle en 2009, le chef de l'État, aujourd'hui âgé de 73 ans, avait obtenu 95,37% des votes. En débutant sa campagne de réélection, le président avait aussi prévenu la population que ceux qui ne voteraient pas pour lui opteraient pour, je cite, le désordre. Écoutons-le hier encore, après son vote. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales s'exprime ensuite. J'ai dit tout. C'est la continuité de ce qu'est aujourd'hui la Guinée équatoriale. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre pays, c'est une référence, soit à niveau démocratie, économique, développement, tout ça. C'est l'exemple. Tout d'abord, les élections, c'est aujourd'hui. Demain, ça va être le scrutin au niveau de chaque district. Et pendant la semaine, je crois que 3 ou 4 jours après, on va publier les résultats définitifs. En plus, le candidat qui va être élu, ça va être publié pour la Cour constituée. Politique toujours, direction le Cap-Vert à présent. Après la victoire aux législatives le 20 avril dernier d'Ulisses Correa et Silva, le Premier ministre élu ainsi que son gouvernement ont prêté serment vendredi à Praia. Au chapitre des promesses du nouveau cabinet, plus d'emplois et lutte contre la pauvreté. Écoutez. La croissance économique est sans aucun doute le plus grand défi que le gouvernement aura parce que les mauvais résultats de ces 7 dernières années ont eu des effets négatifs sur l'emploi et les revenus des familles. Un pays fiable est un pays qui assure la transparence, la sécurité juridique, la stabilité et la prévisibilité économique, fiscale et financière. Un pays d'opportunités pour les jeunes, un pays moins inégal et plus inclusif. Nous nous sommes fixés comme objectif de créer 45 000 emplois en 5 ans, ainsi que de réduire considérablement la pauvreté en ayant une approche différente. Nous ne développerons ou ne financerons pas de programme pour gérer la pauvreté. Au contraire, nous allons tout faire pour que les gens échappent à la pauvreté grâce à l'accès à l'emploi, à la production et aux revenus, afin qu'ils puissent être indépendants et autonomes. Le statut du Darfour désormais fixé depuis samedi. Après le vote référendaire soudanais qui s'est tenu entre le 11 et le 13 avril dernier, les résultats publiés samedi donnent un large oui pour le maintien de la structure actuelle du Darfour. 97,72% des voix sont allées en faveur de cette conservation à 5 États de cette région. Une région, vous le savez, toujours en proie à des troubles entre le régime et les rebelles. Ce résultat était en tout cas celui espéré par le président Omar El-Béchir. Il est en revanche aussi très controversé et notamment l'opposition a boycotté ce référendum. Quant aux insurgés issus des minorités ethniques, ils ont eux longtemps plaidé pour un Darfour uni avec plus d'autonomie par rapport au pouvoir central de Khartoum. Et dans le Soudan du Sud voisin, on attend toujours le retour du chef rebelle et futur vice-président Riek Machar. Présent samedi encore à Gambela, en Éthiopie, M. Machar a affirmé ne pas avoir reçu d'autorisation du gouvernement pour pouvoir atterrir à Djouba. Conséquence, Riek Machar a manqué la date limite fixée par la communauté internationale pour son retour dans la capitale du Soudan du Sud. Un nouvel obstacle donc vers la finalisation du processus de paix qui tente vainement d'être appliqué dans ce pays déchiré par la guerre civile depuis décembre 2013. Se disant très déçu, Riek Machar a déclaré depuis l'aéroport de Gambela, à la frontière avec le Soudan du Sud, qu'il espérait pouvoir rejoindre Djouba ce lundi. Et selon les diplomates, la vérification par des observateurs internationaux de la quantité d'armes emportées par la garde rapprochée du chef rebelle a pourtant bel et bien été faite. La mesure était réclamée par le gouvernement de Djouba avant le retour de Riek Machar. Écoutez ce dernier samedi depuis Gambela. Nous avions prévu d'aller à Djouba au plus tard samedi. C'est pourquoi 2 avions étaient prêts pour nous y emmener. Je croyais que les autorisations d'atterrissage avaient été obtenues, mais visiblement non. Je ne vois pas pourquoi je devrais demander une autorisation d'atterrissage. Je rentre à la maison et je devrais demander une autorisation d'atterrissage.
Terminons ce journal avec de tristes nouvelles dans le domaine culturel. L'immense chanteur congolais Papa Wemba est décédé ce week-end en Côte d'Ivoire. L'une des plus grandes icônes de la rumba s'est éteinte après avoir fait un malaise sur scène alors qu'il était l'une des têtes d'affiche du festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan. Papa Wemba avait 66 ans. Le décès de cette légende est intervenu moins d'une demi-heure après son entrée sur scène. Il n'avait chanté que 3 titres de son riche répertoire. Celui qui se faisait appeler Jules Presley à la fin des années 60 avait apporté la modernité dans la rumba congolaise traditionnelle, notamment des touches de rock ou encore de rhythm and blues. Papa Wemba incarnait aussi l'élégance des sapeurs congolais. Il en était devenu son pape. Le chanteur laisse derrière lui une œuvre dense d'une 50aine d'albums. Et après Papa Wemba, le même jour, une autre grande figure de la musique s'est éteinte, le chanteur américain Billy Paul. Le célèbre interprète de Me and Mrs. Jones s'est éteint à l'âge de 81 ans après des complications dues à un cancer du pancréas. L'artiste de soul est décédé dans la ville de Blackwood, dans l'État du New Jersey. Avec son titre Me and Mrs. Jones, sorti en 1972 et vendu à près de 2 millions d'exemplaires, Billy Paul avait notamment remporté un Grammy Award. L'artiste avait réalisé 16 albums entre 1968 et 1988. C'est la fin de ce Vox Flash du lundi 25 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain avec grand plaisir pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain, toujours sur Vox Africa.